Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan au micro pour vous accompagner tout au long de ce nouvel épisode. L'épisode protocolaire on va dire, puisqu'on démarre une nouvelle saison, donc on va se lancer dans l'épisode preview. Un épisode donc qui marque qui sera le premier épisode de la saison 4 du Trèfle. Bon, c'est pas qu'on va y tenir les comptes, mais ça fait plaisir de se dire qu'on rempile pour une 4e saison ensemble. On va démarrer par un petit moment, je vais pas dire triste, mais un petit moment émotion en tout cas. Si vous avez écouté le podcast, l'épisode que l'on avait tourné sur les cibles des Celtics à la draft, vous savez que Pierre nous a annoncé qu'il ne serait plus parmi nous à partir de cette saison. On doit aussi vous annoncer le départ de Robin, qui, pareil, pour des raisons personnelles et de disponibilité moins évidente, malgré une passion qui reste intacte, nous a dit que que ça allait être un petit peu difficile pour lui et que du coup, il nous quittait. Donc voilà, on les embrasse, on leur souhaite le meilleur. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe du Trèfle en leur disant qu'ils seront toujours les bienvenus s'ils veulent venir nous faire un petit coucou et enregistrer un épisode avec nous. On les recevra avec grand plaisir. Mais voilà, malheureusement, ce premier podcast, ce premier épisode de la saison 4 est l'occasion de leur dire au revoir. Voilà, ce soir donc pour cet épisode, je suis accompagné de deux de mes acolytes. Alors le premier, il sort d'une excellente année rookie. On n'a pas décerné de rookie de l'année chez nous au Trèfle. Il était à la bataille avec Azad, mais il attaque sa saison sophomore. On sait que c'est pas toujours une saison évidente, mais on lui fait confiance pour assurer tout autant. C'est Vincent. Salut Vincent, comment ça va ? Salut Johan, salut, ça va très bien. J'étais en train de me dire que je défonçais Azaz de toute manière sur cette course rookie de l'année. J'étais en train de me dire ça. Ça va très très bien. Eh ben écoute, on verra. On votera peut-être pour le meilleur sophomore, je sais pas. Le deuxième de mes camarades, c'est Elias. Salut Elias, comment ça va ? Toi, t'es là depuis le début, toi. Ouais, moi je suis là, je bouge pas, je fais partie des meubles là, maintenant. Écoute, ça va très bien, un peu triste de plus avoir Robin et Pierre avec nous. C'est vrai que ils étaient là depuis le début, mais c'est comme ça évolue. On est en groupe, je suis très content d'être là pour cette nouvelle saison, la saison de la défense du titre. Attention, c'est la première fois qu'on vit ça au Trèfle, donc c'est très sérieux. Et oui, ça rigole plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'au moment de, on va le dire, on va désamorcer ça, dédramatiser un peu le truc. C'est vrai que il était pas évident à préparer cet épisode de preview parce que quand t'es dans la chasse au titre, on avait ce truc, cet objectif ultime. Et puis là, maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter ? Enfin, on est champion, voilà. Mais bon, on a trouvé quand même 2-3 trucs à dire. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Je vous propose de démarrer. On va commencer, on va dire, par le classique de toute preview, c'est-à-dire qu'on va se faire un petit flashback, un petit retour en arrière. Et donc, je vais me tourner vers Vincent. Vincent, si il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, des gens qui attaquent la NBA et qui se sont dit que ça pouvait être une bonne idée d'écouter un podcast sur les champions en titre, ou bien s'il y a certains de nos auditeurs certainement qui auraient envie qu'on leur rappelle de bons souvenirs. Vas-y Vincent, on t'écoute. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée la saison dernière. Ça a pas mal joué au basket, c'était pas mal. Donc l'année dernière, en saison régulière, l'équipe a fini première de NBA avec 64 victoires et 18 défaites.
C'était la meilleure attaque, la deuxième défense. Elle a eu un différentiel attaque-défense de 11,7. Le net rating de 11,7, c'est un des 5 meilleurs net ratings de l'histoire de la NBA. Donc ça veut dire que globalement, on a roulé sur tout le monde. En play-off, le bilan était de 16 victoires et 3 défaites. Un net rating à plus 8,6. Pareil, ça s'est très 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 bien passé. Donc pour aller au titre, donc nous moi c'était la première fois que je vivais ça en direct en tant que fan de Boston. Donc ça s'est très bien passé sur l'année. Au niveau du style de jeu, l'équipe, ça a été du Mazzulla Ball à tous les points de vue. Défensivement, c'était une des meilleures équipes de la NBA pour défendre les tirs les plus rentables du basket, les lancers francs, les tirs près du panier, les 3 points dans les corners et pour limiter les transitions. Cette équipe-là était excellente dans tous ces domaines-là. Donc ce qui l'a mené à être une excellente défense. Et offensivement, c'était une attaque qui était perpétuellement en recherche de mismatch et qui essayait d'en profiter pour créer un premier décalage ou pour scorer frontalement, par l'intermédiaire notamment de Tatum et Brown, ou alors qui tentait de profiter de ce décalage pour trouver des bons tirs, surtout à 3 points, parce que c'est une équipe qui tire énormément à 3 points, une des équipes qui tire le plus à 3 points de l'histoire. Cette équipe, elle m'a aussi marqué par offensivement une extrême dangerosité de quasiment tous les mecs présents sur le parquet en permanence, avec quasiment que des très bons shooters à 3 points. Et une chose sur lesquelles je pense elle peut marquer un tournant quasiment dans l'histoire, c'est qu'elle a représenté un des meilleurs spacing de l'histoire, à savoir qu'en fait il y avait quasiment tout le temps 5 très bons shooters sur le terrain, donc qui permet d'espacer au maximum le terrain et devenir une équipe hyper compliquée à défendre. Donc voilà, je résumais, excellente attaque, excellente défense. On lui a pas trouvé trop de limites l'année dernière et il n'y a pas eu d'équipes qui ont pu s'opposer frontalement, fermement à elle, même en play-off. Voilà un petit peu le résumé de tout ça. Ouais, effectivement, ça résume assez bien. C'est vrai qu'on peut clairement dire qu'on a roulé sur tout le monde. Quelque part, je vais reprendre un peu ce qu'avait dit, je crois, hein, vous me dites si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Jason Tatum qui disait que, en gros, quand les Nuggets ont été sortis, il se disait que c'était tout droit jusqu'au titre. C'est vrai que bon, même nous, quand on en parle entre nous, l'équipe qui nous faisait peur, on va dire, c'était les Nuggets, mais ouais, effectivement, on reviendra sur les playoffs un petit peu plus tard. Je te propose de continuer, Vincent, puisque t'es lancé. On va parler un petit peu de l'intersaison. Comme tu l'as dit, une saison, on va pas dire parfaite, parce que la perfection n'existe pas, mais en tout cas une saison très 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 solide. Il y avait fort à parier que du coup, il y aurait pas énormément de changements. Et effectivement, hein, il y a eu des petites prolongations, il y a eu des petites choses malignes qui ont été faites, mais au niveau des changements de joueurs, on est sur quelque chose de très très léger. Je dis simplement, donc il y a Oshae Brissett qui a souhaité aller voir s'il avait une meilleure opportunité ailleurs. Il y a Zvi Mihailouk qui est parti également, qui est parti du côté du Jazz. Et puis ils ont été remplacés, numériquement, par alors non, attendez, je dis pas de bêtises. Oui, j'allais dire Anton Watson qui a été drafté au second tour, mais en fait Anton Watson, il a pris la place de Nimias Queta qui lui a reçu un contrat classique alors qu'il était en two-way, donc Anton Watson est en two-way. Et puis il y a Baylor Scheierman, donc qui a été drafté au premier tour avec le pick numéro 30 et qui est arrivé chez nous, qui lui a un contrat classique d'entrée de jeu, ouais, voilà. Et du coup, juste une petite parenthèse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Baylor Scheierman, il se trouve que Pierre avait eu le nez fin. Il avait prédit, ou en tout cas, c'était son choix quand on a fait l'épisode sur les cibles des Celtics à la draft, donc il avait un petit peu parlé de lui, il avait visé juste. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour en arrière, à revenir sur, je crois que c'est l'épisode 18 de la saison 3, les cibles à la draft des Celtics, et voilà, il y a tout un passage où Pierre nous parle de Baylor Scheierman. Vincent, excuse-moi, je parle beaucoup, je te relance. L'intersaison, vas-y, on t'écoute. L'intersaison pour tous les fans comme moi de trade, elle a été un peu morose.
a été calme. Du coup, tu l'as dit, ça a été très calme. On a prolongé, on a sorti le carnet de chèques. Ça a prolongé du Derrick White. J'ai plus les chiffres. On verra si Elias peut nous les retrouver. Mais c'est très cher. Jason Tatum, c'est très cher aussi. On prolonge tout le monde. Tout le monde est là pour un petit moment. Globalement, tous les joueurs qui ont joué en play-off font partie de l'équipe pour cette année. Voilà, tu l'as dit, drafté au premier tour Shea Herman, au deuxième tour Anton Watson. On verra s'il voit le terrain. On en discutera un peu plus tard. Saison très très calme. Pas grand chose à dire, on en reparlera un petit peu plus derrière sur qui va voir le terrain et qui va pas voir le terrain, mais pas grand chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose, mis à part qu'on a solidifié le roster et prolongé le fameux corps de 8 joueurs de play-off. Ils sont sous contrat avec nous pendant au moins encore 2 ans, je pense. Ouais, il doit juste y avoir. Ça doit être Porzingis. Ah ben oui, non, t'as raison. Alors Ford, c'est sa dernière année sous contrat, on verra ce qu'il fait derrière. Mais... Bon, en même temps, alors Ford, on aura le temps d'évoquer son nom un petit peu plus tard, mais avec toute l'affection qu'on a pour lui, on sent quand même que ça s'approche de la fin. Il y a eu un autre événement quand même qui ne s'est pas encore réalisé, mais en tout cas qui est quelque chose qui peut mettre un petit peu la puce à l'oreille, c'est que il est question d'une vente de la franchise. Les propriétaires ont annoncé leur intention de vendre les Celtics. Alors Vincent, tu nous as dit que tu essayais de monter un dossier. Bon, on s'est cotisé, mais ça va pas être évident. C'est pas passé. Ça sera pas nous. Bon, on parle quand même de chiffres assez hallucinants. Hein. Quand il y a 10 chiffres sur le chèque, forcément, ça devient compliqué pour nous, pauvres mortels. Elias, c'est un peu plus ton truc, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette vente à venir des Celtics ? Ouais, bah non, en fait, je peux pas te dire grand chose parce que mon dossier est en cours d'examen à JP Morgan. Ils sont en train de regarder mon dossier, donc je peux pas en parler malheureusement. Ouais, non, bah les 5 milliards, j'ai réussi à les réunir assez facilement, voilà. Non, plus sérieusement, ouais, donc grosse surprise, je crois que vraiment 2-3 jours après le titre, il y a des rumeurs comme quoi la famille Grosbeck veut revendre ses parts du club. Donc faut savoir qu'ils l'ont acheté début 2000. Donc nous on connaît Wyc Grousbeck, hein, la tête de Celtics, qui est en fait le fils et papa. C'est papa qui a l'argent, c'est papa qui a acheté. Et son père, il s'avère qu'il a 90 ans et qu'il trouve qu'on dépense trop d'argent pour les Celtics, donc il veut vendre le club. Son fils n'est pas d'accord, mais il a pas le choix parce que c'est pas son argent. Et donc la vente va se faire. Elle va se faire en 2 parties. Enfin, ils comptent la faire en 2 parties. Une première partie, vendre 51% de leur part d'ici la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025. Et vendre les 49% restants d'ici 2028. Donc ça veut dire que Wyc Grousbeck normalement restera jusqu'à 2028, un peu comme ce que fait comment il s'appelle, à Dallas. J'ai un trou de mémoire. Bref, c'est le propriétaire de Dallas, Mark Cuban, pardon, merci. Et donc voilà, donc pour resituer, hein, c'est vrai que les Celtics se dépensent énormément d'argent. On est projeté à dépenser plus de 500 millions sur la saison 2025-2026 avec toutes les extensions. Hein. D. White c'est 4 ans 125 millions, Jason Tatum c'est 5 ans 315 millions, donc ça fait beaucoup de millions. Et donc d'ici 2025-2026, ils sont estimés à perdre environ 80 millions. Donc c'est-à-dire que les pertes nettes ce serait 80 millions. Donc c'est beaucoup d'argent. Enfin, peut-être pas pour des milliardaires, mais pour nous c'est beaucoup d'argent. Et donc ils veulent vendre. Maintenant la question c'est qu'est-ce que ça va changer pour nous ? La réponse elle est pas claire, ça dépendra de qui rachète. Si c'est les nouveaux propriétaires sont vraiment dépensiers, sont d'accord pour dépenser vraiment autant d'argent et concrètement perdre 80 millions de dollars par an, bah tant mieux pour nous. Hein. Ça ne changera pas grand-chose, mais j'ai quand même du mal à le voir parce que c'est un gros investissement. C'est beaucoup d'argent d'un coup. Il y aura probablement une volonté de construire un stade parce que le TD Garden n'appartient pas aux Celtics, il appartient aux Boston Bruins, l'équipe de NHL, et donc ils perdent de l'argent sur ça. C'est pour ça que tous les nouveaux propriétaires veulent construire un stade pour en fait récupérer l'argent du stade. C'est ça qui rapporte le plus d'argent en NBA. Et donc on ne sait pas en fait. On ne sait pas si les nouveaux propriétaires décident que c'est trop de dépenses et que cette saison se passe mal. Par exemple, une saison qui se passe mal, moi je pense que ça veut dire qu'on gagne pas le titre en gros concrètement. Et ben là il pourrait y avoir pas mal de mouvements pour couper du salaire et notamment des trades. Je pense que malheureusement ou heureusement, je sais pas, ce serait plutôt Jaylen Brown que Jason Tatum qui serait visé, plus un autre, donc plus soit Holiday, soit Porzingis, soit White, un des trois, pour vraiment lâcher
70 millions, 80 millions de salaires annuels pour compenser les grosses dépenses. Donc ça, c'est de la théorie. On attendra de savoir qui est intéressé pour racheter. Il y a des rumeurs comme quoi Jeff Bezos serait intéressé. Bon, pourquoi pas, il a de l'argent. Il y a aussi des rumeurs comme quoi les propriétaires des Red Sox, donc Fenway Sports Group, seraient intéressés. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle. Je suis pas du tout dans le baseball, mais je crois que ils sont pas très dépensiers et qu'ils préfèrent gagner de l'argent que d'en dépenser et gagner des titres. Donc, on verra. C'était juste quand même une news assez importante qui a eu lieu juste après le titre. Donc, c'était une grosse surprise et j'espère que on aura un propriétaire dépensier. Oui, effectivement, c'est vrai que là, quand tu nous le présentes comme ça donne un peu envie de se dire qu'il va falloir en profiter parce que ça risque de de pas durer les belles années qu'on est en train de vivre. Bon, en attendant d'en savoir plus, donc on va se concentrer justement sur l'année qui vient. On bon alors là c'est la partie difficile hein, parce que sur le papier on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait attendre collectivement, individuellement, en termes de progrès, qu'est-ce que cette équipe pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre pour imaginer faire encore mieux la saison prochaine. Bah encore mieux, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. Donc en fait, on a cherché. On a trouvé 2-3 choses à vous raconter, mais c'est vrai que la partie amélioration, c'est pas forcément la plus évidente. Je vais donner la parole à Vincent. Vincent, toi, tu voulais nous parler des Jays, hein, Jaylen Brown et Jason Tatum, et des petits points qui pourraient être à améliorer les concernant. Personnellement, d'un point de vue individuel, par rapport à l'équipe qu'on a présentée l'année dernière, les deux joueurs que j'estime qui ont encore des possibilités de progression principaux, c'est Tatum et Brown. Alors c'est certainement deux meilleurs joueurs, mais je pense qu'il reste des points d'amélioration. Je suis intimement persuadé que cette équipe, elle a gagné par sa profondeur dans l'excellence, à savoir, on en a souvent parlé, mais que le 3e, 4e, 5e, voire même 6e meilleur joueur de cette équipe était souvent bien meilleur que les 4e, 5e, 6e meilleurs joueurs de l'équipe d'en face. Donc, mais je pense pas que c'est par le haut qu'on a gagné ce titre, c'est plutôt sur cette profondeur d'excellence et de polyvalence. Et à mon sens, Brown et Tatum, ils peuvent largement progresser encore sur des réglages de leur attaque et de comment ils attaquent. Notamment, j'aimerais que ces deux joueurs augmentent drastiquement leur nombre de drives pour aller au palier, tout simplement. Parce qu'ils sont tous les deux très bons là-dedans. Entre bons et très bons là-dedans. Sauf que l'année dernière, Tatum il faisait 9 drives par match et Jaylen Brown 10 drives par match. Il faut savoir que en termes de volume, de nombre de drives en NBA, ces deux-là ne font même pas partie des 40 plus gros drivers en termes de volume de la ligue. Ce qui me paraît fou quand on connaît leur qualité physique, de dribble notamment pour Tatum. On se demande pourquoi ils vont pas plus driver. Et en plus, c'est des choses qu'on a vues notamment en finale NBA. Ils en ont fait beaucoup, beaucoup plus. Et ça ouvre beaucoup de possibilités à cette équipe. Parce que les deux sont capables de scorer en fin de drive. Ils ont des taux de perte de balle très convenables. Ils sont capables de faire des passes, des drive and kick depuis très longtemps pour Tatum et Brown sur les finales. On a vu qu'il avait quand même bien progressé sur ces lectures-là. Donc je pense que c'est un axe de jeu, voire même de tactique. Et là, c'est plus par rapport au coaching staff, de leur inciter à augmenter ce volume-là, parce que ça va créer beaucoup pour eux, mais surtout pour les autres, et pour aussi toujours trouver plus de 3 points ouverts, ce qui est une des recherches fondamentales de ce que veut mettre en place Joe Mazzulla. Donc cette augmentation de drive, elle permettrait d'augmenter toujours pareil leur efficacité et leur volume potentiellement au scoring, même s'il n'y a pas forcément un énorme besoin. Mais je pense que ces deux joueurs peuvent drastiquement faire augmenter le volume, faire tomber plus de fautes, plus de lancers francs. Dans cette optique de progresser, pour Tatum notamment, progresser pour essayer d'aller gratter les tout meilleurs joueurs de la ligue, même s'il en est pas très loin. Si on considère qu'il est chapeau 2, d'aller chatouiller le chapeau 1 des meilleurs joueurs de la planète. Et pour Jaylen Brown, continuer à s'installer dans ce rôle de finisseur, voire même de créateur parfois. Il a montré qu'il en était capable, alors pas tout le temps avec beaucoup de régularité, mais il a prouvé qu'il était capable de le faire, et même au plus haut niveau en play-off. Donc voilà, pour moi, ces deux joueurs peuvent
progresser sur le même type de choses en fait. Alors après, est-ce que Mazzulla leur demande de faire ça ou leur demandera de faire ça, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais voir et on l'a vu notamment pendant les finales NBA contre Dallas, ça a très bien fonctionné. Effectivement, ouais. Alors Elias, toi, tu nous disais en off que l'un de tes points d'amélioration, ce serait le nombre de shoots à 3 points. On n'a pas bien compris, on va te on va te laisser la parole là-dessus. Plus sérieusement, tu voulais parler de Sam Hauser, donc bon, ça va faire plaisir à Titouan. On t'écoute, Elias. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sam? Ouais, bah il a fallu trouver un joueur dont on pouvait parler qui avait quand même une piste d'amélioration. On le disait avant de commencer à enregistrer, on pense pas que ni Derrick White ni Jrue Holiday peuvent faire vraiment des meilleures saisons. Ils sont là, ça y est, leur carrière est arrêtée, enfin arrêtée, dans le sens où je pense qu'ils s'amélioreront pas. Ils ont un très bon niveau, mais c'est un peu dur d'imaginer d'amélioration et un changement dans leur style de jeu. Je pense que Porzingis c'est un peu difficile parce qu'il va être blessé une bonne partie de la saison, donc pour l'instant de parler de ce qu'on attend de lui c'est un peu compliqué, donc je me suis dit qu'on allait parler de Sam Hauser qui a quand même qui a eu un profil intéressant, qui a pris beaucoup d'importance après le départ de Grant Williams. Faut pas oublier qu'il jouait peu avant que Grant Williams parte, et cette saison il a commencé à vraiment beaucoup jouer. Je crois qu'il est à autour de 23 minutes de jeu par match cette saison, c'est quand même beaucoup. La première chose que j'aimerais voir pour lui, alors c'est un peu difficile de le montrer sur des stats, j'ai quelques points intéressants, mais c'est plus de régularité. Concrètement, je sais que c'est un peu cliché, mais c'est un shooter à 3 points. Je trouve qu'il est très streaky, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il rate beaucoup, où il rentre beaucoup, et ça peut nous poser des problèmes. Par exemple, dans la série contre Indiana cette année, il a fini avec 1 sur 14 à 3 points, ce qui est donc pas super, hein. Et en finale, il a fini à 11 sur 23, donc on se dit ouais, c'est super, en finale il a fait 11 sur 23. C'est vrai que c'est difficile de se plaindre du pourcentage à 3 points d'un mec qui finit à 40% sur la saison, mais ça reste difficile de vraiment le faire faire de lui un joueur de rotation permanent, régulier, s'il n'est pas régulier dans son tir à 3 points. Parce que malgré toutes ses qualités, ça reste quand même un spécialiste du tir, et si ses tirs rentrent pas, il sert pas à grand chose, et c'est difficile de le faire jouer. Alors certes, défensivement, il a amélioré, il a progressé, je pense qu'il a montré qu'il pouvait tenir son rôle. Je pense qu'il sera jamais un grand défenseur, mais il est plus le défenseur très négatif qu'on pensait qu'il était au début de sa carrière, mais il sera jamais non plus un net positif qui crée des actions en défense. Donc il faut vraiment qu'il réussisse à tirer, premièrement. Et enfin deuxièmement, je pense que comme je l'ai dit, il sert qu'à tirer pour l'instant, enfin aussi dans des actions off-ball, hein, mais c'est son rôle offensif, c'est le tir. J'aimerais le voir en dehors de son shoot créer beaucoup plus d'opportunités pour lui-même avec son mouvement. Je trouve qu'on le voit beaucoup se déplacer en off-ball, mais c'est que pour aller chercher des 3 points, c'est que pour se repositionner, pour tirer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire pour lui en termes de cut, parce il est grand, il se déplace bien, il est rapide, et surtout, il sera jamais le numéro 1 sur le scouting report, hein, que ce soit Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White ou Jrue Holiday qui mène le ballon. Personne ne dira c'est Sam Hauser dont il faut vraiment faire attention. Donc je pense qu'il y a de quoi faire pour lui, pour une amélioration offensive dans ce sens-là. L'intégrer plus, pas que sur du tir à 3 points, mais vraiment l'intégrer complètement dans des actions, le faire cutter, le rentrer dans des actions off-ball pour que son jeu se développe et qu'il puisse avoir une utilité autre que son tir. Et si je crois que Vincent a des trucs à rajouter, donc Vincent. Ouais, je te trouve raide sur son inutilité si le tir rentre pas, parce que je trouve que ce que Hauser, pour moi, Hauser, ma question l'année dernière, c'est est-ce qu'il peut rester sur le terrain défensivement. Donc ça, il y a répondu. Clairement, il peut rester sur le terrain parce qu'il tient le coup. On va pas lui demander plus. Et je trouve que maintenant qu'il est acté que c'est un des meilleurs shooters de la ligue, quoi qu'il arrive, il fait peur. Donc il est défendu. Donc il crée quand même de l'espace. Même si je pense que n'importe quel shooter peut avoir des coups de moins bien. Je pense que quoi qu'il arrive, il crée de la place pour les autres de toute manière. Et en plus, j'aime beaucoup. Alors moi ça c'est un truc un peu perso, mais j'aime beaucoup les mecs qui bougent tout le temps. Que tu vois, qui sont tout le temps en mouvement pour aller se créer des opportunités et se créer un espace de tir. Donc je trouve franchement je pense qu'il peut encore gratter des minutes même en régulière. Je serais pas étonné si on le voit à 25-26 minutes parce que je lui fais pleinement confiance. Il a prouvé en play-off
et en régulière qu'il était pleinement viable dans plein de line-up. En plus, il peut jouer sur plein de positions. Il est assez malléable finalement. Et je trouve que c'est des profils de joueurs que toutes les équipes n'ont pas, qui coûtent très peu cher et qui sont tellement importantes. Et puis il a une régularité au tir. Alors, même mis à part sur des tout petits échantillons, si tu regardes après l'ensemble de sa carrière, ce mec-là, sous les 40%, il a jamais fait quasiment à 3 points, donc c'est quand même assez fou. Et en pré-saison, on a vu 2-3 fois poser quelques dribbles, tenter un drive ou deux. Donc je sais pas si on le reverra en régulière dans du vrai basket entre guillemets, mais j'aimerais bien moi le voir poser 2-3 dribbles, attaquer des close-out, voire même aller prendre un petit pull-up à mi-distance si c'est s'il n'y a pas de défenseur devant, pourquoi pas, il est tellement bon shooter qu'il n'y a pas de raison que ça rentre pas. Ok, merci Vincent. Elias, j'ai une autre question. Alors pour le coup, bon là on parlait des points améliorés. Ce sera pas forcément une amélioration, c'est plus en gros sur ce qu'on peut attendre de la saison à venir. On a eu un départ c'est vrai que tout ce qui est, on se concentre beaucoup sur les départs des joueurs, etc. Mais on a eu un départ dans le coaching staff et non des moindres puisque c'est Charles Lee, qui était un des assistants principaux, si je dis pas de bêtises, qui est parti du côté de Charlotte, qui sera le head coach des Hornets cette saison. Donc bon, c'est une très bonne chose pour lui évidemment. Nous on est un peu déçus de le voir s'en aller, mais c'est sûr que de son point de vue, ça représente une meilleure opportunité. Est-ce que tu penses que ce départ va impacter? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose à craindre du fait qu'il soit plus là? Ou dans un coaching staff qui à part ça n'a pas trop bougé quelque part, ça tu penses que ça va être comblé d'une manière ou d'une autre? C'est quand même difficile de perdre un mec comme ça. C'est un très bon assistant de coach. La preuve, il a pris le poste à Charlotte. Donc ça va être entre guillemets une grosse perte. Après, je pense que l'impact va surtout se faire sur comment dire, l'évolution du style de jeu. Je pense qu'elle sera pas, il y aura pas une grosse évolution. Je pense que on reste la même équipe. Je pense que Sam Cassell, qui va donc devenir le coach, l'assistant coach numéro 1, c'est un gars expérimenté qui a montré que c'était un bon coach, qui a fait partie de beaucoup d'interviews pour des postes de head coach. Je pense que malheureusement il en aura jamais parce que ça fait déjà un peu longtemps que son nom traîne et il a jamais eu de poste, donc je pense qu'il en aura jamais. C'est sûr que Joe Mazzulla perd un bras droit assez important, comme quand on avait perdu Will Hardy, ça m'avait fait beaucoup mal au cœur. Après, ça reste un assistant, c'est très dur de dire son rôle réel. Ils ont fait une promotion en interne, ils ont pas recruté de gros noms pour le remplacer, donc j'espère que ça suffira. Faut pas oublier que le staff de Joe Mazzulla, c'était déjà le staff le plus jeune de la ligue, et je pense qu'avec le départ de Sam Cassell, qui était pas vieux, mais je pense qu'ils l'ont remplacé avec quelqu'un d'encore plus jeune. De mémoire, ils l'ont remplacé, ils ont promu en interne et ils l'ont remplacé avec quelqu'un qui jouait avec Joe Mazzulla à Virginia, donc qui s'appelle God Shamgod Jr., qui est donc le fils de God Shamgod. C'est quand même vachement stylé. Voilà, donc c'est un peu dur à dire l'impact du départ d'un assistant coach. Je pense que ça va se ressentir, mais surtout je pense que c'est un très bon coach, et je pense que si Vincent t'es d'accord avec moi, je pense que ça va bien marcher à Charlotte. Je pense que il a un truc, ça se voit, il est jeune, il a l'air de savoir ce qu'il fait, quoi. De ce que j'avais compris, ça faisait partie vraiment des assistants les plus prisés de la ligue depuis quelques années, parce que déjà l'année dernière, quand il était venu chez nous, c'était vraiment une belle prise. Je pense qu'il était venu parce qu'il n'avait pas eu de poste en tant que head coach, et effectivement il a l'air très compétent. Alors comme tu as très bien dit, moi franchement, de là où je suis, dire l'impact des assistants coach, c'est hyper compliqué. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière on a eu plusieurs arrivées pour fabriquer le coaching staff de Mazzulla. Les résultats ont été très bons. Sam Cassell, tu le disais, franchement, ça transpire le mec apprécié par tout le monde. Alors je sais pas tactiquement ce qu'il insuffle, ce qu'il apporte et tout. Par contre, j'ai l'impression que humainement et d'un point de vue vie dans le vestiaire, Sam Cassell, c'est un grand sourire en permanence, c'est très proche des joueurs, donc j'ai pleinement confiance en lui. Après, c'est toujours très compliqué pour nous de savoir qui insuffle quoi tactiquement. De temps en temps, il y a 2-3 trucs qui sortent, mais c'est très rare, quoi. Je me rappelle à l'époque quand
quand on avait joué les finales 2022 où il était sorti que Mazzulla ce n'est un peu lui l'idée de la line-up avec Robert Williams et Al Horford dans mes souvenirs, mais on en sait rarement plus en fait finalement. Donc c'est assez compliqué de savoir l'impact du départ de Charles Lee. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on perd un gros technicien a priori. Donc à voir l'année prochaine si on ressent tout ça. Ouais, bon, on verra ce que ça donne effectivement. C'est le petit Frenchie, Tidjane Salin, qui aura la chance donc d'être coaché par lui pour sa première saison. C'est plutôt cool. On va changer de sujet et on va dire aborder un petit point, je dirais peut-être pas d'inquiétude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle un petit peu. Le poste de pivot, qui a souvent été un poste où on se posait des questions chez les Celtics, l'arrivée de Kristaps Porzingis, bien évidemment, elle a été plus que bénéfique, on l'a vu cette année, mais le souci avec Kristaps, bien évidemment, c'est ses disponibilités et ses risques de blessure. Il a été relativement épargné la saison dernière. Il a pu participer à une bonne partie de la saison régulière, mais il a encore été blessé en play-off. Heureusement, on a réussi à faire sans lui et à aller jusqu'au bout sans lui, mais ça risque d'être encore le cas cette saison puisqu'il est blessé actuellement. Enfin, en tout cas, il a été opéré. Il sera de retour aux alentours de début janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Derrière, bon, le pivot remplaçant, c'est Al Horford. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'avec toute l'affection, je dirais même avec tout l'amour qu'on a pour Al Horford, je sais pas vous, mais moi, l'une des choses qui m'a le plus touché dans ce titre des Celtics, c'est de se dire que Al avait enfin sa bague, quoi. C'est vraiment un joueur que j'adore, mais il faut bien reconnaître l'évidence, c'est-à-dire que il a eu 38 ans, on l'a senti. On a senti le petit déclin qui arrive, même si son rôle est toujours précieux et si sur des minutes réduites ça peut être très très profitable à l'équipe. Mais donc il va bien falloir trouver quelqu'un pour être présent sur ce poste de pivot. Alors a priori, il devrait y avoir une sorte de bataille à trois. On a donc Luke Kornet qui a l'air de tenir la corde, a priori. Il a été titulaire en pré-saison. Il montre de très belles choses. Et puis, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Nous, au Trèfle, on a toujours été plutôt fans de Luke et de ce qu'il peut amener en tant que troisième pivot. Il y a Xavier Tillman qui a donc été recruté à la deadline la saison dernière. Moi, j'ai été un peu surpris de pas le voir plus utilisé. Alors bon, je sais pas si c'était pas aussi un peu une question de, une fois que les choses étaient en place, est-ce que ça valait le coup de prendre le risque de chambouler pour intégrer Tillman? Bon, au final, on a bien vu que ça avait marché, même s'il n'a pas eu un rôle aussi important que ce qu'on aurait pu croire au moment où il a été recruté. Est-ce que cette saison, du coup, ça va être l'occasion de le faire jouer plus ou voilà? Et puis il y a donc Neemias Queta, qui était sur un contrat two-way la saison dernière et qui a été converti en contrat classique avant les playoffs. Trois joueurs qui sont des profils assez différents, qui amènent chacun qui ont, on va dire, chacun leurs avantages sur le terrain, mais aussi leurs inconvénients. Et donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est lequel de ces joueurs va tirer son épingle du jeu, lequel va profiter de l'absence de Porzingis en début de saison pour se faire sa place. Est-ce que le jeu va être construit différemment? Forcément. Elias, je vais te lancer là-dessus. Comment est-ce que tu sens toi cette bataille pour j'allais dire un rôle de troisième pivot, mais déjà il va quand même y avoir plus de 2 mois où Porzingis sera pas là. Il va falloir repenser le jeu. Comment tu sens ça? Je pense que tu as raison de parler surtout de l'absence de Porzingis pour commencer cette discussion, parce que ce qui est important, c'est de non seulement trouver le troisième pivot pour les playoffs, mais en réalité c'est surtout de trouver le deuxième / même premier pivot, parce qu'Al Horford va être aussi il va pas jouer les back-to-back, il va pas jouer 35 minutes par match en saison régulière, donc il va vraiment falloir trouver celui qui fonctionne le mieux.
avec l'équipe, avec les starters. On a vu Mazzulla aller directement vers Cornet en pré-saison et ça a plutôt bien fonctionné. Il a vraiment, enfin c'était un fit facile, on va dire. Ça marchait très bien. J'ai trouvé qu'il était bon, même s'il apporte pas de spacing, j'ai trouvé qu'il était dans un très bon rôle en tant que screener, en tant que roller. Je trouvais qu'il apportait un espace, une rapidité, une fluidité dans le jeu qui était agréable à voir. Vraiment depuis le début en fait, en Cornet on le trouve toujours assez surprenant. Il est pas parfait, il sera jamais le joueur parfait. Je pense que Azad est par exemple un de ceux qui l'aiment pas parce qu'il apporte pas de spacing notamment. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment un joueur intéressant. Je pense qu'il a la taille, il a le rebond. Il suffit, en tout cas pour la saison régulière. Donc je pense que c'est assez évident pour moi que ce sera lui le deuxième pivot et troisième en playoff. Mais j'aimerais quand même que Tillman, que Tillman soit exploré en tant qu'option parce qu'on a vu en pré-saison, il a tiré, excusez-moi, je l'ai noté et je l'ai plus sous les yeux. Il a tiré à 6 sur 11 à 3 points en pré-saison. C'est pas négligeable. Bon, c'est un très petit sample en pré-saison, mais s'il continue sur cette lancée et que Tillman s'est développé un tir à 3 points, alors là, je pense qu'il devient plus intéressant que Luke Cornet parce que là où il perd en taille, en menace verticale sur le roll, etc., il compense sur un spacing. Je trouve que c'est un bien meilleur défenseur. On le sait tous depuis qu'il est arrivé, même depuis qu'il était à Memphis. Tillman, c'est un très très bon défenseur. Il peut switch, il peut jouer toutes les positions. Il tient très bien. Je pense que c'est un très bon screener aussi. On l'a peu vu, mais je pense qu'il peut très bien fonctionner avec Jason Tatum. Un peu même type que Tristan Thompson. Tatum il marchait très bien avec Thompson en tant que screener. Je pense que ça peut fonctionner. Donc j'aimerais bien que Joe Mazzulla donne l'opportunité à Tillman de vraiment développer son propre jeu, son propre style de jeu pour voir comment ça peut évoluer parce que je pense qu'arrivé en playoff, si on a un Tillman qui est en confiance, qui fonctionne bien avec l'équipe et qui est capable de tirer à 3 points, même si c'est 32-33%, qui est capable de prendre les tirs ouverts, alors là, il sera beaucoup plus intéressant qu'un Cornet qui pour moi, on l'a vu, enfin là ça fait 3 saisons, je pense qu'il tire plus à 3 points, il ne tirera plus à 3 points, c'est pas dans les plans. Va savoir pourquoi, c'est vrai que c'est un peu bizarre alors qu'en début de carrière il était un tireur à 3 points. Mais donc pour ça, moi je pense que le spacing ça reste le plus important, ça reste on le voit quand Porzingis est sur le terrain, quand Horford est sur le terrain, c'est pas photo, leur spacing ça apporte quand même quelque chose d'immense. Pour en venir à Keta rapidement, moi je pense que je vais pas être méchant avec lui, j'ai rien contre lui, je le trouve sympathique. Je pense que c'est pas un joueur qu'il faut vraiment prendre en compte. Il jouera des minutes forcément en saison régulière quand Horford et Porzingis seront tous les deux pas là. Mais je pense qu'il y a rien de plus qu'un pivot minimum au salaire minimum pardon. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Il jouera pas en playoff et s'il joue en playoff, on est dans la merde. C'est ça mon mon point de vue sur lui. Mais j'ai rien contre lui, hein. Moi je pense pas qu'il soit au niveau de l'équipe quoi. Alors qu'un Tillman, un Cornet peuvent à peu près faire le travail s'ils sont en forme et qu'ils ont eu le temps de bien se développer avec l'équipe. Et c'est là en fait qu'on peut voir du positif dans le négatif. La blessure de Porzingis fait qu'en finale on va pouvoir les développer un peu mieux, et quoi de mieux que se développer que de jouer avec les starters, avec les vrais joueurs avec qui tu vas jouer en playoff quoi, plutôt que de jouer avec je vais pas dire de nom, je vais pas être méchant, mais avec Svi Mikhailuk et Oshae Brissett qui sont plus là, donc je les salue. Ouais. On les embrasse. Oui, puis ouais, carrément. Enfin, comme tu le disais, c'est sûr que cette absence de Porzingis, c'est un mal pour un bien quelque part, parce que ça va surtout leur offrir du temps de jeu en fait. Complètement. Ouais, clairement. Et ouais, il y aura différents line-up à évaluer, à voir comment ils peuvent rentrer dans tout ça. C'est sûr que. Et je pense qu'il faut s'attendre à avoir des trucs immondes, hein. Joe Mazzulla étant Joe Mazzulla, faut s'attendre à avoir des Al Horford, Luke Cornet, des conneries dans le genre qui n'auront aucun sens. Mais bon, c'est Joe Mazzulla, on lui fait confiance maintenant. On verra d'être tout énervé d'Azad, mais on lui fait confiance. Alors, si vous voulez, en parlant d'Azad, il a écrit un article là le dernier sur Celtics Blog où justement il parle de comment va être va être utilisé Horford, et il parle d'une potentialité fin des two big line-up pour Horford, parce que juste il va falloir limiter les minutes au maximum, et d'ailleurs rien qu'en pré-saison on a bien vu, hein, on va être à l'économie toute l'année, et je pense qu'en fait, tu vois, en début d'année, moi je suis pleinement d'accord avec tout ce que tu as dit, Elias, vraiment, je pense que je m'étais à peu près noté tout ça, mais en début d'année, je pense que c'est pas une bataille à 3, c'est que je pense qu'on aura Cornet et
Tillman qui vont jouer tous les matchs en fait s'ils sont dispo. Vu que je vois pas Mazzulla dès le début de saison demander à Horford de jouer 30 minutes, ça serait du suicide. Et ben on aura ces deux mecs là qui rentreront assez rapidement sur le terrain. Faut savoir que Cornet il a quand même déjà eu 1800 minutes avec ce groupe. Ça fait quand même 2 saisons qu'il joue plus de 65 matchs, 63, 69 matchs. Donc il est pleinement installé et c'est pour ça que je pense que c'est le premier dans la rotation qui paraît, je suis sûr, évident pour Mazzulla et en plus il a rarement déçu. Mais par contre je suis vraiment comme toi, si Tillman il arrive à développer son shoot, à prendre confiance, plus son jeu de passe, plus ses écrans, plus le fait qu'il peut nous faire jouer une défense un peu plus agressive, un peu plus en switch et tout, c'est un peu ce qu'on attend. C'est un peu lui qui est voué potentiellement à prendre la suite d'Al Horford quand il sera plus là, quoi, a priori. En tout cas, il a un profil qui peut s'en rapprocher. Ouais, mais moi je le verrais même bien titulaire. Liu Cornet. Je pense que c'est vraiment Après, tout dépend de comment ils envisagent ça, mais comme vous disiez, enfin comme on l'a tous dit, je pense que malheureusement on est tous tristement d'accord là-dessus. Alors Ford, il va falloir faire attention à sa santé et du coup, bon déjà il jouera pas les back-to-back, mais dans les matchs, pour peut-être pour lui faire prendre en quelque sorte un rythme il va avoir des minutes qui vont être sans doute à peu près similaires dans tous les matchs qu'il va jouer. Moi je pense que le laisser dans son rôle de remplaçant, ça peut se faire quand même, hein. Non, vous le voyez pas comme ça? J'y crois pas d'un point de vue statut. C'est le pivot qui a été jusqu'au titre et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je le vois pas jouer 28, 29, 30 minutes d'entrée de jeu. Je pense qu'il commencera, mais bon, comme moi j'ai toujours dit, le 5 qui commence, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Je pense qu'il finira parce qu'il apporte quand même une flexibilité en attaque, mais même aussi en défense. Mais je pense qu'il jouera pas tant que ça et c'est bien. On a 3 mecs à faire jouer et Keita même s'il est limité, il apporte toujours beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain et on n'a pas grand chose à lui reprocher, mis à part qu'il a pas un talent démesuré. Mais mis à part ça, quand on l'a vu, il nous a rarement dégoûté entre guillemets. Il a d'énergie, il va au rebond offensif, il est très énergique, très rim runner, rim protecteur. Donc c'est cool. On a des mecs à faire jouer de toute façon. Faut en profiter. Ok, donc on va passer au point suivant. On sait que malgré le nombre de joueurs dans une équipe qui est donc 14-15, là actuellement on a 14 joueurs sous contrat plus les gars qui sont en contrat two-way. Mais concrètement, quand il va y avoir des matchs importants ou quand on va arriver dans la période des playoffs, il y a très souvent un noyau qui est composé en général de 8, 9, 10 joueurs maximum. Donc la question qu'on va se poser un petit peu, que je vais vous poser les gars, à votre avis, lequel de ces joueurs va pouvoir tirer son épingle du jeu et venir prendre un petit peu quelque part la place qu'avait Oshé Brissett l'année dernière. Alors numériquement j'entends, pas forcément au niveau du poste, mais je pense que la hiérarchie dans cette équipe elle est assez claire, On a un 5 de départ qui est très très clairement établi. On a Al Horford, donc comme on le disait, qui est là pour apporter son expérience, sa défense, ses tirs à 3 points. Peyton Pritchard, Sam Hauser, c'est des gars qui sont très très confortablement installés dans la rotation et qui a priori n'en sortiront pas sauf problème. Et puis donc très certainement le Cornet, à voir comment se passe la saison régulière, mais voilà, que ce soit Cornet ou Tillman, il y en aura très certainement un des deux qui sera dans les plans quand les choses deviendront sérieuses. Vincent, je vais me tourner vers toi. En dehors de de ce top 8 auquel on peut ajouter un troisième pivot, donc 9, 10 joueurs maximum, qui est-ce que tu verrais, toi, venir prendre ce 10e, voire ce 11e spot? À ton avis, c'est une chance pour qui de venir gratter cette place-là? Comme pour le rachat, moi j'ai déjà posé ma candidature non retenue et une fois de plus, donc malheureusement ce sera pas moi. Donc là tu me demandes de parler d'obscurs joueurs que personne ne voit jouer. Oui, c'est-à-dire ces mecs-là, c'est même nos auditeurs. Peut-être on mettra peut-être un timer si c'est la partie qui vous intéresse pas. Les 500 minutes de Brissett, finalement, l'année dernière, Brissett, je crois qu'il joue 500 minutes, donc c'est quand même pas négligeable sur toute la saison. Pour moi, il y a une bataille, il y a pas mal de joueurs. On a Jordan Walsh, qui était l'année dernière en two-way et qui a joué
en J-League toute l'année pour les Maine Celtics. Il avait été drafté en 45e position environ de la draft 2023. On a Baylor Scheierman qui est notre choix du premier tour de cette année 2024. On a Jaden Springer qui est arrivé l'année dernière en trade depuis les Sixers. Et éventuellement le cas Lonnie Walker 4, j'adore dire 4, c'est tellement stylé, qui est pas encore signé mais qui remue la twittosphère, la Celtics twittosphère pour savoir si on doit lui filer un contrat. Sur ces 4 joueurs, personnellement, je trouve que ce que j'ai vu de Jordan Walsh sur les 4 matchs de précédent que j'ai pu voir sur 5 m'a plutôt bien plu. Jordan Walsh, on nous l'avait présenté comme un défenseur, il a des bras interminables, il doit faire pas loin de 2 mètres, donc c'est un ailier poste 3-4, avec des bras immenses, donc un potentiel de très gros défenseur. Par contre, on nous disait, à l'époque, je me rappelle, Titouan, Pierre nous disait, et même Hugo d'ailleurs, qu'il avait pas de shoot. Et il a passé 1 an à bosser, à être dans un staff NBA, de J-League aussi, et j'ai trouvé que ça partait plutôt pas trop mal, assez vite, qu'il n'hésitait pas à les prendre. On a vu quelques drives, on avait un peu de dribble, donc il m'a bien plu. Il m'a bien plu sur ce que j'ai vu, alors qu'il avait fait une Summer League vraiment pas convaincante. J'ai trouvé que potentiellement, si on l'intégrait sur des line-up avec les autres titulaires, avec 3 autres titulaires par exemple, je pense qu'il peut faire complètement le boulot, ne serait-ce que par de la grosse défense. Et si en plus il arrive à développer, ne serait-ce qu'un catch and shoot à 3 points, clairement il sera viable et pas négatif. Alors je pense qu'il faudra quand même lui pardonner ses erreurs, parce qu'il fera des erreurs, ça reste un très jeune joueur. Et éventuellement un petit peu dans le même style, le profil Baylor Scheierman, t'en as parlé au début du podcast, Johan, il paraît intéressant sur le papier, il est intéressant, il a fait 4 ans de fac, il a de l'expérience, il a un gros historique au shoot, avec beaucoup de tentatives et vraiment de bons pourcentages. Il est plutôt très bon rebond, plutôt grand, encore un ailier, assez complet, pas inintéressant, on va dire, même au niveau de la passe, au niveau de comment il ressent le jeu. Le problème, c'est que pour l'instant, on l'a pas du tout vu. Donc moi, me projeter sur Scheierman, c'est très compliqué. Alors que Walsh, on a vu quelques matchs de J-League l'année dernière. Donc moi, j'espère que c'est un de ces 2 joueurs qui sortira du lot, ne serait-ce que parce qu'ils ont été draftés chez nous. Ils sont sur des petits contrats pendant Scheierman 4 ans, et Jordan Walsh pendant encore au moins 2 ans, il me semble. Donc je pense que c'est 2 joueurs qui peuvent essayer de gratter les minutes qu'avait Brissett l'année dernière, tout simplement. J'ai beaucoup plus de mal avec Springer, qu'on nous décrit comme un meneur de jeu très très fort défenseur. Mais je trouve qu'offensivement il n'y a pas grand chose, donc j'ai pas mal de mal avec Springer sur le peu qu'on l'a vu. Je sais pas s'il finira l'année avec nous. Il a un contrat de 4 millions de dollars, donc c'est quand même en plus un des rares contrats éventuellement qu'on peut trader contre un éventuel minimum garanti. Et Lonnie Walker, il est connu parce qu'il a fait 4 ans aux Spurs, 1 année aux Lakers, et l'année dernière il était à Brooklyn, donc il a plus de matchs de NBA que les 3 autres derrière lui. Il a certainement peut-être plus de talent que les 3 autres joueurs. Je l'ai trouvé plutôt pas inintéressant, pareil, en pré-saison, mais très peu de garanties. Est-ce qu'il peut faire redescendre son statut entre guillemets à un simple joueur de rotation qui va jouer un match sur 4? Je sais pas. Ça dépendra, j'imagine, aussi beaucoup de son état d'esprit, mais il est en recherche d'un contrat NBA. Pour l'instant, il est chez nous, et on se dit que s'il devait être 11e, 12e, 13e homme, théoriquement un joueur qui doit pouvoir apporter un petit peu, et moi je crois plutôt en le fait que rentrer dans une équipe avec autant de forts joueurs, te limiter dans un tout petit rôle, on peut extraire le maximum du talent de Lonnie Walker. Voilà, c'est un truc que je peux avoir. Enfin, il faudrait voir ce qu'il donne défensivement à très haut niveau, mais je pense que s'il restait avec nous, potentiellement on pourrait peut-être le voir. Voilà un petit peu pour cette bataille du fond du banc. Ok, merci Vincent. Elias, t'as un avis là-dessus rapidement ou t'es d'accord? Je suis vraiment, Vincent a tout dit. Juste sur Lonnie Walker, moi c'est vrai que c'était quelqu'un que j'ai adoré regarder jouer quand il était aux Spurs, surtout saison rookie. Je sais pas, je le trouvais rafraîchissant, je le trouvais fun, j'aimais bien. Il a jamais vraiment trouvé sa place. Je crois que ça va être compliqué de le signer parce que ça impliquerait
10 millions en taxes, hein, quelque chose comme ça, donc ça coûterait un peu cher pour un 9e homme. Mais si c'est possible, moi je pense que ce sera lui, ça devrait être lui. Il a l'air d'être vraiment dans le bon état d'esprit là pour gagner. Il a l'air de vouloir gagner, de vouloir jouer correctement, de vouloir jouer dans une bonne équipe. Donc si ça peut être lui, tant mieux. Sinon, moi je suis pour le développement de Jordan Walsh, même s'il n'est pas parfait pour l'instant. Il a montré déjà qu'il avait bien évolué et qu'il pouvait évoluer. Et je pense qu'il a le profil qui promet, hein, donc on sait très bien. Donc si on donne des minutes à Jordan Walsh, c'est que c'est pas catastrophique et ça lui permet de se développer. Pourquoi pas? Après, honnêtement, c'est pas très important, quoi. Je pense que ça dépendra de match en match et peut-être qu'on découvrira que Jay Scrubb il est super bon. Ils vont le convertir en vrai contrat, quoi. On verra. Mais bon, je pense que c'est pas très important. J'ai une petite question, Elias, au niveau ciblé, justement. Tu me dis, Lonnie Walker, si on le signe, c'est vrai que ça implique beaucoup de taxes. Pour l'instant, on a 14 joueurs sous contrat garanti. Est-ce qu'on peut rester à 14 pendant un long moment, ou est-ce qu'on est obligé d'avoir 15 joueurs? Parce qu'en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va le signer sur un contrat minimum. Alors lui, il a un peu d'années d'expérience, donc peut-être que c'est un contrat minimum un peu plus élevé qu'un tout jeune. Mais de toute manière, il faudra bien qu'on signe un 15e homme qui impliquera beaucoup de taxes de toute manière. Après, c'est un choix de profil. On n'est pas obligé de signer un 15e homme immédiatement. On peut le signer à la deadline avant les playoffs. Et là, il coûtera l'équivalent de 2 mois de contrat et pas de 9 mois de contrat. Et c'est probablement ce qu'ils feront. Et je crois que pour signer, j'ai pas vu les détails, mais j'ai vu des tweets passer comme quoi il y avait une idée. On peut trade un joueur. Je pense que c'est Springer et en échange de cash pour pouvoir signer Lonnie Walker et que ça réduise un peu les coûts. Mais je pense pas que ce sera fait. Je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas regardé je me demande s'ils peuvent pas l'envoyer au main pendant un petit moment et éventuellement le signer un peu plus tard aussi. Ça c'est possible. Ça, s'il est ok et qu'il a pas d'autre offre, je crois que c'est un peu le plan aussi. Mais pour l'instant, on verra. Après, c'est vrai que s'il joue en G-League, écoute, peut-être qu'on pourra gagner en G-League aussi. Donc Après, un truc super important, je pense que pour voir sur le long terme, Walsh et Scheierman, donc je disais, donc ils sont plusieurs années sur des tout petits contrats, on va avoir besoin du développement de ces deux mecs. En fait, c'est limite, on n'a pas le choix parce que tu l'as dit toi tout à l'heure par rapport à la vente et tout, il y a quand même un monde où on garde pas ce roster-là aussi fourni et compétent sur tout le long du roster. Donc on aura besoin de ces tout petits contrats qui apportent une valeur terrain plus importante que leurs contrats. Donc c'est pas vital, mais c'est hyper important à mon avis pour notre compétitivité, pas cette année, mais l'année prochaine et l'année d'encore après, que Walsh et Scheierman soient des entre guillemets des bonnes surprises ou des bonnes prises à la draft. On se rend compte avec plein d'autres équipes, là le nouveau CBA il fait pas des dégâts, mais en tout cas il restructure les équipes. On se rend compte qu'une équipe comme Denver, on en parle beaucoup de Denver, on espère les rencontrer en finale NBA un jour. Ils ont sacrifié des role players de luxe et là ils comptent beaucoup sur Julian Strawther et je ne sais plus qui d'autre, un autre joueur drafté en fin de premier tour ou en début de Brown. Et Christian Brown, voilà, super. Ils comptent quand même beaucoup sur le développement de ces deux joueurs pour continuer à performer à très haut niveau. Chaque minute que tu donnes à Walsh et Scheierman en NBA, à mon avis, c'est quand même, c'est presque de l'investissement sur l'avenir, court terme, on va dire. Donc c'est. Ouais, en fait, mais ça leur a coûté un titre aux Nuggets de faire ça, quand même. Par rapport à l'année dernière, tu penses? Ouais. Bah s'ils avaient gardé Bruce Brown, je sais pas. Je pense qu'il y a eu quand même un problème, un moment dans leur construction de roster. Heureusement, on n'a pas fait la même chose, mais on voit bien que c'est bien de développer les jeunes, mais des fois ça suffit pas, quoi. Mais en fait, je pense que là en fait c'est vraiment le côté, de toute façon on a eu un propriétaire qui ne voulait pas payer, rapport à Brown qui a chopé Bruce Brown qui a chopé 22 millions ou 25 millions aux Pacers, ils auraient pas pu lui donner. Donc là déjà ils avaient fait une erreur entre guillemets, mais ça à la limite bon c'est une histoire de proprio, voilà. Mais nous je pense qu'il y aura le côté, même si notre proprio il veut payer, même si le nouveau proprio il veut payer, il y aura une histoire de tu connais ça aussi bien que moi avec les secondes apprends où mécaniquement même s'il a les sous illimités avec le nouveau CBA on sent que on va pas pouvoir rester dans ces standards de salary cap très longtemps. Même si les sous sont ok. Donc je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir des joueurs qui coûtent vraiment pas cher, parce que pour l'instant nos joueurs qui apportent sur le terrain nous coûtent cher de toute manière, ils sont très bien payés. C'est très bien pour eux d'ailleurs. Il n'y a eu aucune rumeur sur le fait que Matisse Bia pouvait être intéressé pour lâcher les Suns et racheter les Celtics. Non. Je ne le souhaite pas. Hein. Ouais, vu la construction, je suis pas méga fan. Il va envoyer tous nos pics pour trade pour
LeBron James. Non, Moyen. c'était juste au niveau de pas avoir peur de lâcher les dollars. Mais effectivement, ok. Un petit indice qu'on a là-dessus quand même, je l'avais noté. Je retrouve, tac. Jordan Walsh c'est le joueur. Bon après c'est sûr que ça vaut ce que ça vaut, mais quand on regarde les minutes en pré-saison, Jordan Walsh est le 5e joueur des Celtics à avoir le plus joué. Une fois qu'on enlève, on va dire que dans un match de pré-saison classique, les titulaires ou les joueurs vraiment importants jouent environ la moitié du match. Et puis ensuite, il y a des tests, il y a des joueurs, il y a des petites choses qui sont faites. Voilà, Jordan Walsh a beaucoup joué. C'est presque surprenant de voir que Baylor Scheierman, pour le coup, lui, a assez peu joué. Donc c'est vrai que voilà, pour le gars sur lequel on peut peut-être compter cette année pour l'inclure, notre first pick, enfin notre pick du premier tour. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais je m'étais noté que effectivement Jordan Walsh avait pas mal joué pendant la pré-saison et moi aussi, hein, j'espère que ce sera lui qui tirera son épingle du jeu. Ça a été compliqué pour Scheierman, hein. Ça a été ouais, dur, non mais oui, dur. clairement. Donc, après lui, il peut se développer aussi une année en faisant les allers-retours avec le main Celtics, hein. Ça sert à ça à J-League aussi, hein. Donc c'est pas de problème là-dessus. Clairement. Bien, on va s'approcher doucement de la partie où on va se mouiller un petit peu, hein, la partie pronostic. Et en fait, pour ça, on va être obligé de s'intéresser un petit peu à la concurrence. Alors bon, c'est pas qu'on essaye de diversifier notre propos et de parler spécialement d'autres équipes que des Celtics, mais comme on l'a dit, il y a tellement de continuité chez nous que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus analyser ça pendant des heures. On sait à peu près à quoi s'attendre de notre côté, donc il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe autour. On va dire quand même, parce que bon, ce serait peut-être un petit peu hypocrite de pas le dire clairement, que notre chemin vers le titre a été, alors je sais plus, je crois que c'est Hugo qui disait qu'il faut toujours un facteur chance pour obtenir un titre, et il aura bien raison. Mais on va dire que les planètes se sont quand même pas mal alignées pour les Celtics cette saison. Dans le cas où ce serait un petit peu plus difficile cette saison, où les équipes adverses opposeraient une plus forte résistance, voilà, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu comment vous voyez un petit peu ces équipes là qui ont fait quand même pas mal de mouvements. Bon, les Bucks, on va dire que ça a pas trop bougé, en tout cas rien de révolutionnaire. Au niveau des Sixers, on a quand même l'arrivée de Paul George. Enfin, après je dis ça, bon, les Sixers ils ont quasiment tout changé, hein, ils sont vraiment restés sur Embiid et Maxey, et ça a quasiment reconstruit autour. Il y a l'arrivée de Karl Anthony Towns aux Knicks, hein, qui est quand même un sacré gros coup. Voilà, ces équipes autour de nous là qui se renforcent et dont l'objectif clair est de venir nous chercher. Et puis même dans la conférence Ouest, je sais pas si vous voulez en dire un mot aussi. Bon, après voilà, les Timberwolves sont sans doute moins comment je pourrais dire ça, sans doute moins talentueux mais plus deep. Les Nuggets, bon alors pour le coup les Nuggets ça s'est peut-être un peu affaibli avec la perte de KCP. Le Thunder, moi je vous avoue, je sais pas, vous allez me donner votre avis, mais moi il me terrifie le Thunder, hein, parce qu'ils étaient déjà très très forts, il leur manquait l'expérience. Maintenant ils ont l'expérience et ils ont ajouté des pièces très intéressantes. Donc voilà, un peu en vrac là, pardon, c'est complètement décousu, mais les équipes là autour de nous qui se renforcent et qui du coup on a une grosse cible dans le dos, hein. Comment vous sentez tout ça? Je te lance, Vincent, je vois que ton micro est activé. T'as pas parlé de Bronny James aux Lakers? C'est ça le... Oh, mais faut arrêter avec ça, pusher. Et franchement, vous savez à quel point j'aime pas LeBron James, mais ce pauvre gamin, il me fait de la peine, quoi. Il est drafté 55e, tout le monde en fait un truc pas possible parce que c'est le fils d'eux. Putain, foutez-lui la paix. J'ai lâché Johan. Donc non, mais moi éventuellement on va se les faire un peu ouais, les concurrents ils sont bien renforcés, notamment moi il me tarde de voir jouer ces Knicks, hein. Ces Knicks avec Bronson, ouais. Josh Hart et Michael Bridges, OG Anunoby et Towns éventuellement en 5 majeurs, je trouve ça cool. En plus ils ont quand même de quoi défendre
nos deux ailiers stars. Hein. Franchement, moi j'ai toujours dit que ce qui me faisait peur, c'est les grosses défenses. Je me suis toujours dit que les fortes attaques, je me sentais prêt à les affronter parce je trouve qu'on a une défense d'ultra élite. Par contre, notre attaque, j'ai pu la voir régulièrement bégayer. Et quand je vois cette escouade d'ailier fort défenseur au Knicks, dans cette franchise qui est assez cool à voir. Moi, j'aime bien avoir une équipe des Knicks forte. Bah là, c'est cool, hein. C'est cool ce qu'ils ont monté. Donc, il me tarde de les voir jouer. Alors après, hein, pour l'instant, on sait pas ce que ça va donner, mais c'est assez cool. Moi, j'enterre pas les Bucks non plus, parce que là, pour l'instant, il reste Lillard et Giannis ensemble. Je vois pas un monde où ça continue de flopper à ce point-là, sauf si vraiment on découvre plus tard que les mecs peuvent pas se voir, j'en sais rien. Mais il y a pas, j'imagine quand même un monde où ça prend bien et ça finit par prendre et que ça peut être assez terrifiant offensivement notamment. Donc ouais, moi c'est les deux, tu vois, si tu me demandes les deux concurrents, Knicks vraiment sur de la hype pure et les Bucks juste sur attends, les deux mecs sont juste trop forts et il y a un moment ça va le faire quoi ensemble. Ok. Elias, du coup, si tu veux bien, je vais te lancer sur 2 autres équipes, à moins que tu Ouais. veuilles rajouter. Ouais, non, Donc je veux juste dire que moi, contrairement à vas-y, Vincent, pardon. pardon, je te coupe. Hein. Contrairement à Vincent, moi, j'enterre les Bucks. Moi aussi. Moi, Pardon. j'y crois pas du tout. Je pense Vous que verrez. c'est fini pour eux. Je pense que le trade était mauvais. Bref, j'enterre les Bucks. Je pense que malheureusement pour leurs fans, ça finira pas bien cette histoire. Sinon, moi, je vais parler des Sixers. C'est quand même Paul George, hein, c'est pas rien. Ah oui. Et Paul George, ils ont Tyrese Maxey qui ne cesse de s'améliorer, de devenir de plus en plus, de meilleur en meilleur. Et ils ont des plans apparemment pour Joel Embiid, pour le garder en forme, pour le garder en bonne santé et pas blessé pour l'année. Donc pas de back-to-back, tous ces genres de choses qu'on entend tous les ans. Je dirais pas jusqu'à dire qu'ils me font peur, mais je pense que c'est que toujours pareil. Ils ont quelqu'un qui peut être le meilleur joueur dans la série est d'assez loin. Je pense que Joel Embiid, s'il est en bonne santé, il peut très facilement être le meilleur joueur dans une série de playoffs. Et ça, je pense que il a un profil qui peut être assez destructeur, assez dominateur. Et si ça fonctionne bien, on les a pas vus jouer. Hein. Enfin, je les ai pas du tout regardés en pré-saison. Je crois que Paul George s'est blessé d'ailleurs, mais on ne sait pas. Mais en théorie, en tout cas, l'équipe me fait pas peur, mais il y a de la concurrence. Donc c'est la première équipe qui m'intéresse, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai toujours un œil sur Indiana. Je pense qu'il y a toujours une évolution. Je pense que c'est que des jeunes qui font que s'améliorer. Et l'équipe était déjà vraiment très forte. Je pense que c'est la meilleure équipe contre qui on a joué en fait en playoff l'année dernière. En tout cas, c'était la série la plus difficile qu'on ait joué. Et je pense qu'il y a une vraie, il y a une continuité avec cette équipe. Ils sont vraiment bons. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ils ont un très bon coach. Et je pense que petit à petit, ils s'améliorent. Et je pense qu'en saison régulière, ça peut être le genre d'équipe qui gagne beaucoup de matchs. Et au final, ils ont un bon spot en playoff et ça peut aller loin. Donc moi, je pense qu'ils sont à surveiller. Bon, Vincent a déjà parlé d'Enix, moi je suis d'accord avec lui. Ça fait peur sur le papier, mais je pense qu'on est bien meilleur. Voilà. Et à l'Ouest, j'ai pas encore vraiment d'avis. Je pense qu'on va attendre de voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a encore sur le papier un ventre de 6 ou 7 équipes qui peuvent être tout à peu près au même niveau, et je vois pas de clair numéro 1. Moi, je crois plus aux Nuggets. Vraiment, bon, ils ont plus qu'un joueur. Je trouve que Murray c'est de pire en pire, Gordon c'est de pire en pire. Et malheureusement pour eux, là, j'y crois plus. Donc pour moi à l'Ouest, il faudra vraiment voir, attendre comment ça se passe, quoi. Ok. Petite question, le hit, parce que bon, moi en fait il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est comment cette conférence de presse absolument merveilleuse de Pat Riley l'année dernière, qui a très clairement affiché Jimmy Butler, Jimmy Butler et sa grande bouche, qui le fait que Jimmy Butler se pointe le jour du Media Day, coiffé correctement et motivé et en mode, est-ce qu'il aurait pas un peu pris ça pour lui, et est-ce qu'au bout d'un moment il se dit pas, surtout qu'il est dans une contractière, donc il a peut-être un dernier très gros contrat à aller chercher. Le hit, même s'il y a peut-être moins de talent, moins de tout ça, mais le côté Spoelstra, Butler, dur, etc., Adebayo, forcément, merveilleux. Vous les voyez pas du tout comme une équipe qui peut cette année dire bon allez maintenant c'est bien joli, mais là on y va, et moi je les sens pas forcément plus menaçants que les équipes dont on a parlé, mais je me dis que si
tu tombes contre eux en play-off et qu'ils sont vraiment, voilà, ça peut être une équipe qui fait peur aussi. Je suis d'accord avec toi. Ils ont toujours un des meilleurs coachs de la planète. Ils ont un des meilleurs pivots de la planète. Jusqu'à preuve de contraire, quand il est en forme et motivé, Butler est un des meilleurs joueurs de playoff de la planète. À la limite, ils sont à un trade de peut-être être très flippant, on va dire. Parce que Hero, Rosier, je suis pas fan. Surtout les deux en même temps, mais il reste hyper menaçant et toujours aussi craintif de ce que peut donner Butler, Spoelstra et Adebayo en playoff. De toute façon, franchement, ça serait une erreur de notre part de entre guillemets pas les considérer, même si on s'en fout que nous on les considère ou pas, c'est pas grave, mais on les a joués sans leurs meilleurs joueurs. Enfin, je veux dire, voilà, on leur a mis une raclée, mais sans leurs meilleurs joueurs. Et malgré tout, on a bien vu que Spoelstra, il pouvait être ennuyant en play-off, même malgré il y avait pas Rosier, il y avait pas Butler, et malgré les absences, ils étaient toujours un peu pénibles, avec une dose de talent, mais infiniment moins importante que nous. Donc non, t'as bien raison faut voir comment la saison se déroule pour eux. Et malgré tout, ils sont à un transfert bien senti d'être très menaçant. Alors en plus, et eux aussi, ils ont des jeunes qui se développent avec les Ray Merakez, avec les Jovic, des mecs comme ça. Donc non, t'as complètement raison. Ça se trouve, ils seront dans la course alors qu'on les a un peu enterrés trop vite, je pense. Ouais, enfin, dans la course, je sais pas, mais en tout cas, on va dire que je garderai un œil, un petit œil pour voir comment ça avance cette histoire. Elias, le hit en 2 mots. Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est la démocratie. Mais non, mais je pense que c'est parce que j'ai été tellement blessé dans mon passé que ils existent même plus dans ma tête. C'est fini. Cette équipe a disparu. Les démons sont finis. Non, bah je sais pas vraiment. Moi j'ai du mal à croire qu'il soit une menace. Mais encore une fois, tous les ans on se disait ça et tous les ans il revenait, donc on verra bien. Mais je suis plutôt sur le non quand même. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va se mouiller un petit peu. Bon, je vous demande pas forcément un pronostic hyper. Alors Vincent, il a préparé un nombre de victoires. Je le sais parce qu'il nous l'a. J'ai passé 4 heures. Il nous l'a dit en off. Alors bon, Elias, je sais pas où tu en es. Je te demande pas forcément un nombre de victoires. On va donner la parole à Vincent en premier. Cette saison régulière pour toi, Vincent, qu'est-ce que ça donne à la fin? 58 victoires, 24 défaites. C'est à peu près tout ce que j'ai préparé. Je pense qu'on va gagner un tout petit peu moins de matchs l'année dernière parce que l'année dernière on a eu très peu de blessés, ça a roulé vraiment comme dans un rêve, donc il n'y a pas de raison. L'année dernière on avait gagné, on a dit 64 matchs, donc là un petit peu moins, peut-être même un petit peu moins que 58 victoires. Il y a peut-être même un monde où on finit que deuxième de la conférence par exemple. C'est pas un souci. Je pense que de toute manière, comme d'habitude, l'important c'est d'arriver en forme pendant les playoffs et tout, d'avoir un des deux premiers sites pour être entre guillemets protégé, même si je trouve que les protections ces dernières années avec le play-in et tout, c'est pas assuré du tout, on va dire. Mais voilà, je pense que on a une équipe à cruiser en régulière de toute manière. Le coach est là, on sait ce qu'il veut faire, on sait qu'en régulière, de toute façon, c'est une machine à battre des équipes faibles notamment, et surtout on a un corps de joueurs que l'année dernière j'ai trouvé extrêmement sérieux et je trouvais qu'on avait une application sur chacun des matchs de régulière assez exceptionnelle. Je sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main les matchs où on a vraiment été mauvais, où on n'avait pas envie de jouer, alors que sur une saison de 82 matchs, ça se voit régulièrement des équipes NBA qui au bout d'un quart-temps et demi, on sait très bien qu'elles ont pas envie d'être là et qu'elles ont pas envie de jouer. L'année dernière, ça a été assez impressionnant, la régularité défensive notamment était assez bluffante. Donc à mon avis, ça va cruiser tranquillement. Et si tu veux un pronostic, je pense qu'on fait le back-to-back. J'espère qu'on fasse le back-to-back et let's go quoi. Ok. Petite question, tiens, que je m'étais noté dans un coin qui fait pas partie de la trame, mais bon, c'est mon privilège de présentateur. Je peux lancer des sujets comme ça. Bon, je pense pas que je vais trop vous vous déstabiliser avec ça, mais c'est vrai que je voulais quand même vous demander votre avis là-dessus. J'écoutais le podcast de Dunk Hebdo là, leur preview, et au moment d'évoquer les Celtics, la question posée c'était priorité à la santé plutôt qu'au seeding. Est-ce que vous pensez, du coup, bon, il aurait peut-être fallu faire ça avant les pronostics, mais est-ce que vous pensez
que on peut vraiment la jouer détente en mode peut-être pas laisser filer des matchs, mais reposer vraiment les gars au point que ça nous fasse un petit peu chuter. Allez Vincent, comme ça après Elias il répondra à ça en même temps que il inclura sa réponse dans son pronostic. Une chose est sûre, c'est que l'année dernière, nos joueurs, Pritchard, Hauser, Cornet, tous ces joueurs de banc, ils avaient des différentiels attaque-défense d'élite, quasiment meilleurs que nos titulaires. Donc en fait, même s'il nous manque un ou deux titulaires, je sais que ces mecs du banc, ils ont prouvé que, notamment en saison régulière, ils allaient pouvoir largement tenir la baraque et battre beaucoup d'équipes et permettre de battre beaucoup d'équipes. Moi, j'avais un autre truc que je m'étais noté quand j'ai préparé le podcast là pendant cet été. On prend beaucoup de 3 points, on a peu de blessures et des mecs comme Pritchard et Hauser drivent très peu. Passent beaucoup de temps derrière l'arc, c'est quand même un bon moyen de pas trop se blesser, de pas aller trop au contact parce que c'est pas leur style de jeu. Et Pritchard et Hauser, ils sont jamais blessés, ils sont tout le temps là. Donc je pense que mine de rien, au bout d'un moment, les blessures elles viennent aussi avec un style de jeu. Alors je pense qu'il y a de la chance, il y a de la génétique, il y a du travail personnel, mais je pense qu'aussi le style de jeu fait que ce style de jeu qu'ont notamment nos spécialistes du shoot fait qu'ils sont là tout le temps. Donc ils ont raison dans le sens où oui, on va privilégier la santé pour Horford, on a dit on peut lui faire louper des matchs. Porzingis, je suis le premier à vouloir qu'il revienne pas trop tôt, qui même s'il fait qu'une demi-saison mais qu'il est là pour les playoffs, c'est génial. Que nos deux ailiers continuent à être aussi réguliers et avec une santé de fer. Mais je pense qu'on a prouvé qu'on avait la profondeur d'effectifs. On a parlé du nombre de pivots, on a quand même beaucoup de pivots qui peuvent jouer. Quand on a 4 pivots qui peuvent jouer des matchs de régulière et on n'a pas on tremble pas quoi. Et je suis pas sûr que le 4e pivot de beaucoup d'équipes soit au niveau de Tillman ou Cornet. Donc c'est une chance, faut en profiter. C'est aussi la profondeur de notre effectif qui coûte très cher. Enfin c'est toujours la même rengaine, mais je pense que Brad Stevens il a monté quand même un roster entre l'année dernière et cette année assez rare finalement. Ah, quand t'as parlé du style de jeu qui peut entraîner des blessures, j'ai cru que t'allais déboucher sur une pique à Joel Embiid. Je sais pas, je me suis dit il va placer qu'à force de se rouler par terre, on a plus de risques de se blesser. Tout ça. Mais pardon, si je m'égare. Derrière la ligne, tu prends moins de coups, hein, c'est sûr. C'est une vérité. C'est ça. Allez Elias, à ton tour. Ouais, c'est marrant parce que avant que tu poses la deuxième question, j'allais déjà préparer ma réponse, on va te dire, et en fait je me suis rendu compte que ma réponse fonctionnait aussi pour la deuxième question. Ma réponse, à la base, moi quand je commençais à réfléchir à un nombre de victoires, je me disais comme Vincent, peut-être un peu moins que la saison dernière, je tournais autour de 58-59. Et en fait après je me suis rappelé que Joe Mazzulla était un psychopathe absolu et je pense qu'il a un peu déteint sur les joueurs. Et donc à la fois pour ta première, à la fois pour ta deuxième question, je pense que juste ils vont se donner à fond quand ils pourront. Jason Tatum n'est pas réputé pour rater des matchs quand il est pour se reposer. Derrick White non plus, Jaylen Brown un peu plus mais pas non plus énormément. Je pense que on peut estimer qu'ils vont faire la même chose cette saison. Ils ont un peu une mentalité de comment dire. Ouais, ils sont là pour le back-to-back, quoi. Ils sont là pour défendre leur titre et il y a des super, j'en ai pas en tête, mais il y a des super citations de Joe Mazzulla qui expliquent que c'est un groupe d'orques qui chassent il est fou, quoi. Voilà, il est fou. Pas fou, pardon, ça se dit pas. Mais bref, ils sont un peu spéciaux. Et donc je pense que tout ça va déteindre beaucoup sur l'équipe et sur les joueurs. Et donc au final, je pense qu'on va pas voir une grande différence par rapport à la saison précédente. Moi je dirais une 60aine de victoires, peut-être 59, 60, parce que c'est vrai que 64 c'est beaucoup, on a beaucoup gagné jusqu'à la fin, ce qui est un peu rare pour des équipes aussi bonnes. En général, à la fin on repose tout le monde et on arrête de gagner certains matchs. Donc ouais, moi je dirais 60 victoires pour la saison régulière, allez on va s'arrêter à là. Et je dirais qu'on fait back-to-back parce qu'honnêtement, je pense qu'on est de loin la meilleure équipe. Et à part des grosses améliorations à la deadline que nous on pourra pas faire. Je pense qu'il y a certaines équipes qui peuvent s'améliorer, mais je pense que pour l'instant on est clairement les meilleurs de loin et on prédit le titre alors. Voilà. Petite chose à noter, on a a priori par rapport à ce que disent les sites de statistiques et tout, un calendrier cette année relativement facile avec un nombre de back-to-back pas trop important. Ça a l'air d'être plutôt équilibré et plutôt un calendrier globalement, vu que toutes les équipes ont pas le même calendrier, plutôt un calendrier assez cool. Donc au niveau du kilométrage aussi, j'ai vu.
Moi, il y a les kilométrages. Je pense que ils calculent aussi par rapport aux équipes qu'on va jouer, donc leur projection par rapport au pari entre guillemets. Ça a l'air d'être un. Alors déjà, on est à l'est, hein, donc c'est quand même un calendrier où tu vas avoir rencontré pas mal d'équipes faibles, hein, relativement faibles. Plus voilà le nombre de back-to-back, plus voilà comme tu dis les kilomètres, c'est toujours un peu aléatoire, j'imagine. Il va falloir en profiter pour arriver pleine balle en avril-mai. Et ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Elias, justement dans le pod de Dunk Hebdo, c'est le mince, j'ai mangé son prénom. C'est un des gars qui vient d'arriver, qui est Grégoire. Grégoire, oui, exactement. Voilà, j'allais dire le fan des Suns, qui disait que lui, il sentait bien justement Tatum. En gros, cette saison, dire bon, apparemment, il y a eu des déclarations que moi j'ai pas vu passer, mais qui disaient qu'après les Jeux Olympiques, il y avait eu une sorte de manque de respect par rapport aux déclarations dans la presse, etc., de ce qu'ont pu dire les journalistes, et donc c'est Grégoire qui disait que lui, il sentait bien Tatum dire bon allez, maintenant cette année, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors après, essayer d'aller chercher un MVP ou voilà, ou montrer que qu'il rigole pas du tout. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que Personnellement, je pense que ce serait une grosse bêtise. oui, oui, je pense aussi, mais après c'est quand même une possibilité. Puis c'est vrai qu'il est un petit peu peut-être empêché par le fait qu'il a trop de talent autour de lui, hein, parce que des mecs comme Jokic et comme Doncic, etc. Ils ont peut-être un gros numéro 2, mais comme on l'a dit, comme tu le disais tout à l'heure, hein, personne n'a un numéro 3 comme le nôtre, personne n'a un numéro 4 comme le nôtre. Donc c'est sûr que forcément ça influe sur le joueur qui brille le plus, on va dire. Mais ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que de la prudence, non, parce que comme disait Elias, Mazzula est un petit peu barge et du coup ça risque de pas être le style. Je pense que même si on prend la régulière un petit peu plus en détente et qu'on cherche moins à gagner tous les matchs et avec les blessures de Porzingis et voilà, les équipes autour de nous concrètement, voilà, les Knicks sur le papier c'est extraordinaire, mais est-ce que Karl Anthony Towns va pas louper 30 matchs? Les Sixers, c'est pareil, le Big Three il est beau, la reconstruction de l'équipe est bien foutue, c'est cool, mais t'as Joel Embiid, t'as Paul George qui sont des joueurs qui peuvent. Alors oui, on peut dire oui, mais maintenant ils ont un vrai top 3, ce qui fait que si Embiid manque des matchs, l'attaque entre les mains enfin Maxi n'est plus tout seul pour mener l'attaque, il y a Paul George à côté et tout. Bon, ok, mais c'est des mecs qui vont louper des matchs. Donc en fait des équipes que je considère comme dangereuses, on va dire que elles risquent de perdre. Enfin, c'est pas tant en nombre de victoires que je raisonne quelque part, c'est en nombre de défaites. Et je me dis que ces équipes qui certes sont très dangereuses sur le papier ont au moins autant à craindre que nous au niveau des blessures et des joueurs essentiels qui vont louper des matchs et que du coup ça leur en fera forcément perdre. Donc ouais, top. Enfin, je pense qu'on finit premier de l'Est de toute façon. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une équipe de jeunes comme tu disais, Elias. C'est vrai que les Pacers c'est très intéressant. Il y a une équipe qu'on n'a pas citée, c'est le Magic quand même, qui est une équipe jeune et qui est aussi, je trouve, en progression, qui peut être en fait, je trouve que les prédictions sont c'est un peu toutes les mêmes. C'est-à-dire que tu vas avoir les Celtics qui sont top 1. Derrière, tu as un espèce de Sixers, Knicks, Bucks avec une incertitude. Voilà. Ça, c'est un espèce de deuxième tiers. Et puis, tu as les Pacers, le Magic. Les Cavs aussi, dont on n'a pas parlé non plus, qui sont des équipes qui pourraient créer une espèce de surprise et se retrouver plus haut que prévu parce qu'il y en a une autre qui descend, parce que ils enchaînent un bon. Voilà. Mais concrètement, je pense pas qu'il y ait une équipe qui puisse vraiment nous empêcher de prendre cette première place. Et de toute façon, même si c'était le cas pour une raison ou pour une autre, à moins d'une grosse blessure, oui, je suis assez d'accord. Le back-to-back nous semble promis. Après, bon, faut pas en être trop sûr non plus. Mais je suis un peu plus inquiet par enfin voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi OKC me font peur, hein, parce que c'est jeune, ça s'éclate, ça, je pense que personne ne les voyait gagner autant de matchs la saison dernière. Là, ils ont une année tous ensemble en plus, ils ont ajouté des pièces très intéressantes. Ouais, on va dire que c'est l'équipe qui m'inquiète le plus. Ce sera éventuellement en finale NBA, mais
Mais voilà, je serais pas forcément trop... Après, on va voir ce que donnera la régulière, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, tu me balances dans le temps et tu me dis finale Celtics Thunder. Je suis pas très serein. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Est-ce que là, comme ça, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, on a été bien complet. Je pense que c'est vrai que j'ai un peu oublié OKC dans mon équation quand je parlais de l'Ouest. J'admets que je les ai pas considérés. De là à me faire peur, je suis pas sûr. On verra. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'Ouest, je me dis toujours que de toute façon, si on rencontre une équipe en play-off de l'Ouest, c'est très très bon signe et ça va être fun, quoi qu'il arrive. Oui, puis ils vont arriver cassés en 3, contrairement à nous, je pense. Donc c'est l'avantage qu'on a, quoi. Tu crois pas en la jungle de l'Est? Non, cette année, franchement, ça devrait aller. Je pense que les Knicks vont arriver pareil à 4 pattes au play-off. Donc bref. On verra. C'est sûr que si Thibodeau fait jouer Karl Anthony Towns autant que ce qu'il a fait jouer certains de ses joueurs la saison dernière, il verra pas beaucoup le terrain en play-off. C'est le risque. Voilà. Du coup, on va clôturer là-dessus. Vincent, Elias, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Et puis nous, on vous souhaite du coup, je sais pas trop quand cet épisode va sortir, mais c'est prévu pour avant le premier match. Donc on vous souhaite un bon début de saison. Ouverture contre les Knicks, hein, donc dans la nuit de mardi à mercredi, si je dis pas de bêtises. Avec bien évidemment lever de la 18e bannière juste avant. Donc voilà, faudra mettre le réveil un tout petit peu plus tôt pour ceux qui font la sieste avant les matchs. Bon début de saison à tous, donc on n'en a pas encore vraiment discuté, mais on suppose qu'on fera un petit point après, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de matchs, à moins qu'il y ait un événement notable qui nous amène à faire un épisode avant. Sinon, on vous dit, voilà, je sais pas, dans un petit mois, après une quinzaine, une vingtaine de matchs, et d'ici là, portez-vous bien, go Celtics, et à la prochaine. À la prochaine. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.